J'aime la chasse, l'émission de promotion de la chasse et de la ruralité. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce début d'année. Ce soir, j'ai le plaisir de retrouver Patrick. Bonsoir Patrick. Bonsoir Amélie, bonne année à tous. Nous avons également le plaisir de retrouver notre rédacteur en chef, Denis Plat. Bonsoir Denis. Bonsoir Amélie, bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Et puis bonne année à tous les chasseurs, à toutes leurs familles et plus généralement, bonne année à tous. Merci à tous d'être avec nous. Ceci est la première émission de l'année et nous sommes ravis et honorés de débuter 2021 avec le président Willy Schran. Bonsoir, bienvenue président. Bonsoir à tous, bonsoir Amélie, bonsoir Patrick, bonsoir Denis. Et également, je présente tous mes bons voeux à tous les chasseresses, à toutes les chasseresses et à tous les chasseurs pour cette année 2020 qu'on espère quand même un petit peu plus facile pour la chasse et surtout sous le signe de la santé pour tout le monde. Au sommaire de l'émission de ce soir, les actualités chasse. Nous parlerons de 500 arbres plantés par les chasseurs. Nous verrons que les chasseurs aveyronnais agissent pour la restauration des mares. Nous reviendrons sur un cycliste secouru par des chasseurs. Nous parlerons de la fin de la chasse sur les terrains publics à Montpellier. Nous partirons dans le Gers et parlerons d'un Belge qui a relancé la société de chasse de son village. Nous reviendrons sur le classement de l'art des sonneurs de trompe au patrimoine de l'UNESCO. Nous partirons dans les Vosges, où des agriculteurs en colère se transforment en braconniers. Patrick nous parlera de ce qu'il a pu voir sur les réseaux. Denis, quant à lui, nous parlera de ce qu'il a pu lire dans les médias. Le dossier de la semaine sera consacré ce soir au bilan 2020 et aux perspectives 2021 de la chasse avec Willy Schran, président de la Fédération nationale des chasseurs. Ce soir, nous ne ferons pas de dossier équipement afin de laisser plus de temps de parole au président. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. C'est parti. Patrick, nous démarrons ces actualités avec une belle initiative de la part de chasseurs. Et oui, en Vendée, les chasseurs de l'Amicale des chasseurs septiérois ont planté près de 500 arbres sur le terrain communal. Cette opération de reboisement contribuera à l'amélioration de la biodiversité ainsi qu'au bien-être de l'environnement général. Je cite, « En 20 ans, 452 000 arbres et arbustes financés par la Fédération des chasseurs de Vendée ont été plantés sur 564 chantiers. 27 438 arbres avec une quarantaine d'essences différentes vont être plantés en 39 points du département par les chasseurs en 2020-2021. » Belle initiative, Denis. Oui. Belle initiative en Vendée, mais plus généralement, il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 10 millions d'hectares en France qui sont gérés par des dizaines de milliers d'associations de chasse diverses et variées, 500 000 chasseurs bénévoles qui s'impliquent quotidiennement ou presque pour la gestion du gibier, mais aussi des milieux naturels, des biotopes. Voilà de la véritable écologie. Pas de l'écologie incantatoire, pas de l'écologie punitive, de l'écologie de terrain. Je pense qu'un des combats que doivent mener les chasseurs, c'est de montrer que, comme le disait un slogan célèbre, les écologistes de France, ce sont les chasseurs, parce qu'ils sont sur le terrain et qu'ils y travaillent. Évidemment, faire comprendre que l'écologie politique est une chose, que la véritable écologie de terrain en est une autre. L'écologie politique vise à une transformation de notre civilisation, de notre société, et plus gravement à une transformation de l'homme et de la nature. Au cours du XXe siècle, on a eu quand même quelques mauvais souvenirs de régimes qui voulaient faire l'homme nouveau. Là, on a affaire à des gens qui non seulement veulent faire l'homme nouveau, mais veulent faire une nature nouvelle. À preuve, un des fondateurs des cahiers antispécistes qui voudrait rééduquer les lions pour qu'ils évitent de manger les gazelles. On tremble à l'idée des ravages que pourrait commettre ce genre d'idéologie. Je pense que vous, Président, quand vous avez lancé le slogan « Les chasseurs premiers écologistes de France », c'était dans cette optique-là, c'est montrer que nous sommes des écologistes de terrain. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Et vous avez raison, de mettre ce point-là, effectivement, au sommaire de cette émission, parce que pendant trop longtemps, ce genre d'initiatives qui sont multiples en France, pratiquement toutes les fédérations mènent des campagnes pour replanter des arbres, et surtout beaucoup de haies, il faut le savoir.
Dans l'exemple de ma fédération du Pas-de-Calais, on plante entre 15 et 20 000 arbres par an. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est quasiment normal pour nous. Notre grand péché, ça a été de ne pas savoir l'expliquer, même jamais en parler, d'ailleurs, la plupart du temps. Bon, on commence aujourd'hui à travailler sur cette communication, c'est important, parce que vous parlez effectivement de l'écologie politique, qui est plutôt des gens qui font des constats, qui essayent de trouver des nouvelles idées pour soigner la nature, alors qu'il suffit simplement de faire confiance à ceux qui y vivent tous les jours. Et nous, on n'a pas besoin de passer, sur les médias ou d'avoir des tribunes politiques pour faire le travail. Ce qu'on fait depuis des années, les chasseurs, les ruraux aussi, d'ailleurs, s'occupent énormément de la nature et la soignent chaque jour. Et aujourd'hui, il faut mettre ce genre de choses en avant, et c'est très important. D'ailleurs, je dirais cette action des simples chasseurs sur la nature, sur la biodiversité, elle se chiffre très bien puisque l'organisme d'État, le BIP, l'a chiffré. Et on parle annuellement d'une somme faramineuse d'ailleurs, qui est de 3 milliards d'euros. Alors on appelle ça écosystémique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia écosystémique? Ça veut dire 3 milliards d'euros qu'on consacre bénévolement ou de notre poche à une action positive pour la nature. Ça, c'est une réalité. Ce chiffre qui est le nôtre depuis maintenant presque 4 ans n'a jamais pu, à aucun moment, il n'a jamais été discuté par les gens qui nous reprochent effectivement plein de choses. Ce qui veut dire on fait un travail énorme sur la nature au niveau de la chasse. À nous maintenant de plus en plus de le faire voir et de l'expliquer tout simplement à l'opinion publique et aux gens qui ne connaissent pas ce travail de fond de tous les jours qui est fait par les chasseurs en France. Voilà. L'émission chasse de J'aime la chasse est aussi là pour ça, pour valoriser ces actions voilà. Mais il est vrai que nous n'aurions rien à valoriser si les fédérations, si les chasseurs ne faisaient rien. Or, ils font, et ils font énormément, comme vous venez de le rappeler. Mais c'est les gens qui vivent dans ces milieux, peut-être, qui font. Donc, ceci explique cela. Mais je vais continuer, justement, sur cette lancée. Parler des chasseurs aveyronais et de la Fédération des chasseurs de la région Occitanie avec le projet régional Miléoc qui met en place, pour mieux connaître et restaurer les milieux humides, qui met en place donc ce projet, évidemment par les chasseurs et soutenu par l'Union européenne, il faut le noter. Ça concerne les mares, lacs, étangs et marais, et les tourbières et prairies humides, tout ça évidemment refuge de biodiversité. Et ce projet rassemble 6 fédérations de chasseurs, l'Aveyron, le Gers, la Haute-Garonne, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Et le Tarn-et-Garonne, exactement. Oui, encore une fois, il y a ceux qui font et ceux qui parlent. Alors dans le domaine de l'écologie, ce vieux dicton est particulièrement vrai. Les donneurs de leçons, les je sais tout, les lanceurs d'anathèmes, les stars du petit écran, les vedettes en mal de notoriété, les faux naturalistes, mais les vrais haineux, je pense à quelqu'un en particulier, les adolescents attardés, boutonneux avec leurs scies et leurs tronçonneuses dans les forêts privées. J'ajouterai à la liste une ministre, Pompili, qui ose parler d'écologie alors qu'elle implante des éoliennes partout, dans les sites Natura 2000, sur des couloirs de migration. On voit d'ailleurs à l'écran actuellement ce que peut donner une éolienne quand on a besoin de la dégivrer en termes de bilan carbone, c'est moyen. Tout ceci ne font rien, ou alors ils font mal, mais ils parlent beaucoup. Et ils nous accusent de tous les maux. Alors j'aimerais quand même leur demander de se pencher sur la question de savoir pourquoi ils ne nous aiment pas. Pourquoi ils nous détestent tant? Je me permettrai de leur suggérer d'aller chercher dans leur petite enfance. Mais voilà, Président, encore une initiative à l'autre bout de la France, dans l'Aveyron. La restauration des zones humides, c'est indispensable. C'est la vie, c'est la source de vie. Et là, les chasseurs, eux, le prennent en compte. Je ne sais pas si vous avez... Les zones humides, évidemment, comme beaucoup de chasseurs, ça me parle, qui plus est du Pas-de-Calais. Mais oui, aujourd'hui, les chasseurs ont à peu près en gestion 80% des zones humides en France. Ça, c'est à peu près le ratio. Il faut savoir aussi que c'est l'action des chasseurs qui a préservé beaucoup de ces zones humides. Sinon, il y en a beaucoup qui seraient devenus des parkings d'hypermarchés ou de galeries commerciales. Il faut le savoir. Donc, c'est souvent la passion de la chasse peut-être, mais aussi la passion de la nature, de son terroir, qui ont fait qu'on a sauvé énormément de zones humides en France, à une époque où on n'avait même pas d'écolo pour nous expliquer quoi que ce soit. On l'a fait un peu comme quand on plante les arbres, on l'a fait parce que c'est naturel, parce que d'abord et avant tout, on a cette passion nature qui est chevillée au corps, parce que c'est dans nos gènes, c'est nos choix de vie. Donc, notre terroir, on l'aime, notre nature, on l'aime, et on n'a pas besoin d'en faire un parti politique pour la soigner. C'est
d'ailleurs effectivement un des gros problèmes. Alors je pense que cette opposition dont tu parles, Denis, je dirais très dure, très dogmatique, eh ben, je pense que c'est effectivement un combat pour celui qui va officiellement, politiquement, maîtriser et incarner la nature. Donc on pose un problème, un vrai problème, parce que tant qu'on nous présente, on va dire, comme des gens qui tuent des animaux, c'est facile. Quand on commence à rentrer dans le sujet et qu'on voit qu'avant de tuer un animal, il y a des milliers d'heures par personne de bénévolat et d'action sur la nature, là, c'est plus compliqué pour des gens qui, eux, se revendiquent effectivement les propriétaires de la biodiversité. Mais on fait bien plus qu'eux, avec beaucoup moins de bruit, à tort peut-être, mais que ce soit pour les arbres, que ce soit pour les zones humides. S'il n'y avait pas eu les chasseurs, il y a longtemps que la biodiversité serait bien plus abîmée qu'elle ne l'est aujourd'hui en France et dans le monde entier d'ailleurs. Bon, on souligne encore ces belles initiatives des chasseurs. Et Patrick, tu voulais revenir sur, alors pas une initiative, mais une belle action, en tous les cas. Oui, c'est pas le rôle qui est dévolu aux chasseurs, Non. mais vous avez dû voir passer cette semaine, il y a un cycliste qui a été secouru par les chasseurs. Denis fera un parallèle, je pense, après, mais je raconte l'histoire. Ça se passe vers Vallon-Pont d'Arc. Il y a deux vététistes qui partent en randonnée, qui croisent justement les chasseurs. Et un des deux vététistes, quelques centaines de mètres plus loin, a fait un malaise. Le premier est retourné vers les chasseurs, a prévenu les chasseurs. Il n'y avait pas de réseau, comme c'est assez classique dans ce genre de milieu, donc de réseau téléphonique évidemment. Ils ne peuvent pas appeler les secours. Il y a eu un vrai relais des chasseurs qui sont partis en 4x4. Oui, puis c'était un malaise cardiaque en plus. Donc oui, c'était un malaise cardiaque, oui. Et bref, cette chaîne de solidarité entre chasseurs a permis de sauver le vététiste. Et c'est bien de le noter, d'autant qu'il y a eu des histoires récemment avec d'autres vététistes. Ah oui, là, quand j'ai vu cette affaire, d'abord, j'ai tenu à la mettre en avant parce que je voulais féliciter les chasseurs de leur belle initiative et de leur belle organisation, parce qu'ils ont mis en place tout un cheminement, des gens au carrefour pour que les pompiers puissent monter jusqu'au lieu de l'accident. Mais ça m'a immédiatement, bien entendu, remis en mémoire le non-événement qui serait arrivé à Julien Absalon, cet ancien champion de VTT, qui, au détour d'une balade en forêt ou d'un entraînement, est tombé nez à nez avec un chasseur. Ben oui, quoi de plus naturel que de tomber nez à nez avec un chasseur, son fusil et son chien. Absalon, ils ont discuté et Absalon s'est ensuite répandu un peu sur les réseaux sociaux. Il était interviewé par le journaliste local et sa réaction m'a semblé assez désagréable. Pour vous lire rapidement quelques-uns de ses mots et de ses phrases sur son compte Facebook, d'abord, il commence par « Je ne souhaite pas créer de polémique ». Dans ce cas-là, on ne dit rien. Il y a danger, là. Mais quand ça commence comme ça, il faut se méfier. Et on avait raison de se méfier. Alors, il dit ensuite « Bon, on s'explique calmement. Entre parenthèses, en même temps, il vaut mieux car il a une arme chargée entre les mains. » Comme si les chasseurs avaient l'habitude de tirer sur les gens avec lesquels ils discutaient. Mais bon, passons. Et avant de repartir, je lui demande s'il est seul. Il me répond « Oui, je chasse avec mon chien. » Du coup, ma question, est-il autorisé de chasser seul ? Sans signalement, sans panneau. Je ne suis pas anti-chasse, ah bon ? Mais c'est un peu étrange de croiser en forêt des personnes seules armées de fusils chargés. Eh bien oui, champion. Quand on part à la chasse, on charge nos armes, bien entendu, et la chasse, non seulement est autorisée, mais elle est légale, et il y a 1 030 000 personnes qui la pratiquent, plus leur famille, plus les conducteurs de chiens, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le deuxième aspect désagréable de cette affaire, c'est que rien du tout, alors pas Julien Absalon, mais l'événement a été repris, mais alors de manière incroyable, par toute la presse nationale. Plus que le vététiste sauvé par les chasseurs. Bien plus que le vététiste sauvé par les chasseurs. Le vététiste sauvé par les chasseurs, ça fait 10 lignes dans le Dauphiné libéré. L'affaire de M. Absalon, si tant est qu'il y ait affaire, ça a fait... c'est incroyable. On voit à l'écran actuellement, quand on fait une recherche Google, on tape Absalon chasseur. Je n'ai mis que la première page en copie d'écran, mais c'est incroyable. Tout le monde, du Huffington Post au Parisien, enfin bon, tout. Ça me rappelle cette phrase que j'aime bien de comment s'appelle-t-il de Solzhenitsyn, qui critiquait la presse en disant que c'était alors je ne me rappelle plus de la citation exacte, mais que c'était vraiment le révélateur de la superficialité de nos sociétés modernes. Ce que j'aimerais dire, c'est que en fait, les chasseurs et les autres usagers de la nature
cohabitent très bien depuis des dizaines et des dizaines d'années, des centaines d'années même, tant que les Khmers verts ne s'en mêlent pas et ne cherchent pas à attiser les querelles et les conflits. Évidemment, c'est leur fonds de commerce. Ils ne savent faire qu'une chose, c'est lancer des anathèmes sur des catégories entières de population française. Alors, les chasseurs, les pêcheurs, bientôt les cavaliers, les mangeurs de viande, enfin, tous ceux qui, peu ou prou, ne correspondent pas au monde morne, triste et aseptisé qu'ils voudraient nous imposer. Voilà pourquoi je souhaitais mettre en avant l'affaire de ce cycliste, parce que le parallèle avec l'affaire de Absalon est assez révélateur. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'affaire Absalon, Président, et ce que vous en avez pensé. Je l'ai vu passer. Évidemment, comme vous, je la trouve totalement ridicule. Je ne vais pas redire ce que Denis a parfaitement expliqué, mais il faudrait juste prévenir que M. Absalon, c'est que bon, il peut rencontrer un chasseur en forêt, qui plus est quand il chasse sur un territoire qui est le sien. Il pourrait même rencontrer des animaux, parce que ça existe dans nos forêts. On peut rencontrer un sanglier, on peut rencontrer un cerf. Il faut qu'il se prépare psychologiquement. Mais le clou du clou, s'il a vraiment beaucoup de chance et s'il prend un chemin de plaine, il pourrait même voir un agriculteur passer avec son tracteur. C'est extraordinaire quand même. Il faut prévenir ce garçon, voilà. Évidemment, vous l'avez compris, c'est ridicule. Une affaire où il n'y a pas d'affaire, mais voilà. Il y a une forme de presse, effectivement, qui aime reprendre ce genre de choses. C'est facile, ça ramène rien, mais bon, ça prend quelques lignes, voir une petite image ou deux. Ça fait parler un petit peu ceux qui aiment bien nous attaquer. C'est évidemment une forme de média poubelle, de presse poubelle, de journalisme qui n'est pas à la hauteur, d'une superficialité incroyable, comme le dit Denis. Bon, voilà. Mais je préférais qu'on fasse une page sur le cycliste sauvé. D'ailleurs, le cycliste sauvé qui arrive souvent. Combien de chasseurs n'ont pas aidé des gens perdus, en panne, ayant des problèmes, ayant un malaise, étant malades? C'est tellement naturel pour les gens qui vivent sur ces territoires et qui se connaissent, là où on n'a pas de clivage. Là. On essaye d'attiser tout ça au niveau national, mais en vérité, ça se passe extrêmement bien sur les territoires. Et on le voit tous les jours, parce que vous rencontrez les gens du village, parce que vous rencontrez les amis. Voilà, il y a une sorte de fraternité, d'entraide naturelle, et les chasseurs ont une fonction. Qui plus est sur les territoires, parce que c'est souvent eux qui sont sur des territoires un petit peu éloignés, de cœur de village ou ce genre de choses. Donc voilà, on est souvent confronté à devoir aider des gens qui se trouvent dans des situations difficiles. Et l'affaire du cycliste, je suis sûr que si on devait répertorier l'entièreté de ces affaires, c'est des centaines ou des milliers de cas de figure identiques au long d'une année où les chasseurs aident des gens tout simplement parce que c'est normal d'aider des gens. Voilà. Patrick, on part à Montpellier où désormais la chasse sur les terrains publics est terminée. Oui, on était dans des actualités plutôt positives. Là, c'est un coup de tonnerre qui a retenti à Montpellier. Au dernier conseil municipal, la décision a été prise par ce même conseil municipal de résilier des conventions de mise à disposition des terrains publics pour la chasse, donc les terrains municipaux de Montpellier. Et c'est une première pour une grande ville en France. Oui, c'est une première. Bon, alors il faut d'abord relativiser l'importance, je dirais, du phénomène. Ça ne concerne que 2 terrains municipaux qui sont tout petits. Sur l'un d'entre eux, on n'y chassait que 2 jours par semaine. Donc ça laissait quand même 363 autres jours. Non, 2 jours par an. 2 jours par an, pardon. Ça laissait 363 autres jours aux gens pour aller s'y promener. Mais bien entendu, la municipalité a sauté sur l'occasion, d'autant plus que dans cette municipalité, il y a un conseiller municipal, Edine Arestegui, qui est du parti animaliste. Si, ça existe. Bien entendu, il se glorifie de la chose dans de nombreux tweets. Il faut savoir aussi que les motivations de l'arrêté municipal ont été prises avec l'aide du service juridique de l'ASPAS. Ce fameux groupuscule un peu extrémiste qu'on connaît bien ici à Gênes-la-Chasse, puisqu'on a eu à subir leur foudre 1 ou 2 fois, ce dont je suis fier. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de lire une des motivations de l'arrêté municipal, et là je vous le lis in extenso. Une gestion efficace des populations d'animaux sauvages ne peut être convenablement assurée que par des agents assermentés de l'État, hautement qualifiés, par une formation théorique leur donnant compétence à reconnaître les animaux qui devraient être abattus sans souffrance et mettre en œuvre des méthodes répulsives les éloignant des plantations agricoles. On donne là dans le cas de figure du canton de Genève. On en avait parlé avec Manu Piachot lors d'une émission. On en avait vu les limites et les coûts.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'ASPAS se répand sur les réseaux en se glorifiant de cette interdiction et en disant que de toute manière, cette chasse mettait en insécurité les habitants de Montpellier et qu'elle était cruelle et de surcroît, ça n'avait plus rien à faire en zone urbaine. Et pour Edine Arestegui, il rajoute aussi que une des raisons pour lesquelles la chasse sera interdite sur ces 2 terrains municipaux, c'est que la chasse est responsable, ou serait responsable selon lui, du saturnisme tuant les gypaètes de la métropole urbaine de Montpellier. C'est assez extraordinaire, sachant qu'il n'y a pas de gypaètes dans la métropole urbaine de Montpellier. Donc encore une fois, on a des gens qui mentent de manière éhontée, c'est incroyable. Les conclusions, moi, que j'aimerais tirer de cette affaire-là, elles sont de 3 ordres. La première, c'est que Europe Écologie Les Verts sont maintenant complètement inféodés aux théories animalistes et antispécistes les plus extrémistes. J'en alertais déjà les gens dans un article pendant la campagne des élections municipales ce printemps. Voilà, c'est un combat de civilisation maintenant qui est mené et il faudra mener un combat acharné contre ces gens-là. Il faut aussi noter que ce représentant du parti animaliste ne serait jamais arrivé au conseil municipal d'une grande ville sans une alliance avec d'autres qui se sentent un peu en perdition et qui se raccrochent aux branches, même les plus pourries en l'occurrence. Donc j'aimerais dire aux chasseurs, à leurs familles, à tous ceux qui aiment la ruralité et notre forme d'organisation, de vie et de civilisation, que avant d'aller voter, il serait bon de bien réfléchir et de bien regarder qui est allié avec qui, parce que les amis de nos ennemis deviennent nos ennemis. Donc plus une voix, à mon avis, ne doit aller aux gens qui font des alliances avec ces gens-là. Et dernière chose, c'est que je voudrais m'adresser à ceux qui seraient tentés de faire des alliances avec ces gens-là. C'est que le monde de la chasse ne se résume pas à 1 030 000 permis, mais il y a les familles, les amis, les gens qui sont sympathisants, les gens qui pratiquent d'une manière ou d'une autre sans avoir de permis ce monde-là, et que ça fait un sacré réservoir électoral. Alors sans avoir de validation, parce que sans je crois avoir que des de permis, validation. c'est 5 millions. Hein. Voilà. Donc voilà, ça fait quand même un sacré réservoir électoral. Il ferait bien d'y réfléchir à 2 fois. Je crois que voilà, l'exemple de Montpellier est assez révélateur de ce que les chasseurs doivent prendre en compte. Le monde politique, le paysage politique a changé. Il ne faut plus réfléchir avec des schémas anciens. Il faut prendre en compte ce qu'est le paysage politique actuel. Je ne sais pas ce qu'en pense le président. On rentre dans un domaine politique, mais restons généraux, et quand même, il y a des gens qui nous ont déclaré la guerre. J'affectionne les questions politiques, c'est pas un grand secret, donc ça me pose pas de problème. Bon, il y a plusieurs choses. D'abord, là aussi, on est sur un micro-événement totalement. Je veux dire, voilà, régulièrement, il peut y avoir un territoire qui est soustrait à la chasse, un territoire public. Certaines communes le font, certains villages aussi, des fois, simplement pour avoir une zone tampon, pour avoir un espace un peu partagé. Bon, on regarde tout ça un petit peu à la loupe. Il n'y a pas d'exagération. Bon, là, on a voulu faire un buzz. Bon, il y a une 20aine d'hectares, je crois, au total. Hein, donc, parler d'une révolution. Bon, il y a toujours évidemment des chasseurs qui allaient chasser là-bas. Donc, voilà, on est dans le symbole et on est dans le buzz. Bon, alors, l'ASPAS se glorifie de cette victoire extraordinaire avec l'aide du parti animaliste. Tant qu'ils ont que ça comme victoire à se mettre sous la dent, ça m'empêche pas de dormir. Néanmoins, Denis dit quelque chose d'important. Il y a une évolution effectivement, peut-être pas sociétale, mais du monde politique en général. En fin de compte, on se rend compte de plus en plus, c'est la faiblesse des convictions des hommes et des femmes politiques, peut-être pas tous, mais une partie tout au moins aujourd'hui. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret, on parlait d'Europe Écologie Les Verts. Prenez un garçon comme Yannick Jadot, il y a 5 ans, dans diverses interviews où il parlait de la chasse, c'est tout juste si on n'était pas au summum extraordinaire de ce qu'on pouvait faire au niveau de la chasse. La chasse était géniale, elle évoluait magnifiquement bien, c'était formidable. Ça, c'était les circonstances de l'époque.
Quand on n'a pas de socle, on est comme ça. Et puis 5 ans après, c'est le même gars qui met ça bientôt en premier point, je dirais, de son programme électoral à venir. Il faut supprimer la chasse. Voilà. Donc on a ces gens, voilà, qui en fonction de je dirais, de sondages qu'ils ont pu voir à droite à gauche ou en écoutant quelques personnes autour d'eux, se disent voilà, on va taper un petit peu sur la chasse, on va enlever 20 hectares, c'est formidable, voilà. Des gens de circonstance. Néanmoins, et Denis l'a bien dit, on ne pourra plus, quand on est un chasseur, mais même de façon plus large, quand on est un rural, parce que les coups qui sont portés à la chasse sont les mêmes coups qui seront portés demain aux ruraux. C'est les mêmes personnes qui veulent plus de Tour de France, qui veulent plus de sapin de Noël, ou comme l'a dit d'ailleurs un jour notre ministre de la Transition écologique dans une commission développement durable, souhaite mettre un terme au barbecue en France parce que ça envoie trop de particules fines dans l'atmosphère. Bon, tout ça mis bout à bout, ça veut dire qu'on ne peut plus entrer dans un bureau de vote. Alors, soit on a des convictions politiques, et je ne suis pas là pour les discuter, soit on veut voter pour son avenir, pour sa transmission, pour pouvoir un jour transmettre sa vie rurale, qu'elle soit basée sur la chasse ou la pêche ou l'agriculture ou toute autre chose, à ses enfants. Et pour cette raison, il va falloir toujours maintenant décrypter au maximum son vote. Il n'y aura plus de vote anodin. Dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, voilà, il y a des alliances de circonstances qui peuvent se faire, surtout quand on a des gens qui ont peu d'assises au niveau de leurs convictions, voilà, qui vont évoluer facilement au gré des pressions médiatiques, au gré des vents politiques. Donc il faut se prémunir de ça. Moi, un de mes boulots majeurs là-dedans, ce sera toujours de décrypter chaque élection, de décrypter les forces en puissance. On aura des questions à poser à tout le monde. Il y a ceux qui répondent. On pourra effectivement, je dirais, porter à connaissance leurs réponses. Ceux qui évitent de répondre, il y en a pas mal d'ailleurs. Ça aussi, ça fait peur et ça fait un peu froid dans le dos. Les gens qui n'osent même pas prendre parti, ou je dirais trancher simplement une question. Bon, tout ça, ça doit être porté à connaissance des chasseurs et des ruraux pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Après, on n'est pas là, et je ne suis pas là pour orienter des votes, je suis simplement là pour que quand on poussera dorénavant un bulletin dans l'urne, on sache ce qu'il y a derrière ce bulletin, et dans le moindre détail. Oui, et quand, Président, vous parlez du manque de courage politique, j'en ai la preuve concrète. Hein. J'ai fait 3 demandes d'interview, à une présidente de parti et à 2 sénateurs. Oui, peut-être un jour plus tard. Voilà. Donc, le courage politique, c'est quelque chose qui est en perte actuellement chez beaucoup de nos élus. Bon. Denis, on part avec toi dans le Gers où tu voulais saluer une belle initiative à nouveau. Alors moi, déjà, je suis ravi de partir dans le Gers. Très beau département. C'est vrai, je te fais voyager. Et puis, voilà, oui, je voulais... ça, c'est une bonne nouvelle, et une nouvelle sympathique. Que se passe-t-il? La Roque-en-Galin, petit village du Gers, un Belge installé là depuis 7 ou 8 ans, chasseur, bon vivant, a décidé de relancer l'association de chasse du village. Il n'y en avait plus, faute de participants peut-être, et ce Belge enthousiaste, ancien directeur marketing, ancien patron d'agence de publicité, s'est installé là, il relance la société de chasse, et de manière vraiment sympathique, pour 2 raisons. La première, il veut recréer du lien social. Et ça, c'est bien, parce qu'il entend que la société de chasse du village devienne un petit peu le pôle d'attraction, le pôle de vie sociale, créer du lien avec les habitants du village, mais aussi des villages voisins. C'est souvent la dernière association du village. C'est souvent la dernière association du village. Et puis en plus, il a une bonne vision de la chasse, une vision de la chasse que j'aime. Il veut une chasse raisonnée, une chasse durable, une chasse qui prend en compte prélèvement, patrimoine, gestion. Il s'est inscrit d'ailleurs au sein du projet Corribior, qui est un projet mené par la Fédération du Gers, qui vise à protéger, améliorer, promouvoir la biodiversité, avec une association d'ailleurs qui s'appelle Arbres et Paysages du Gers, pour créer des aménagements et des pratiques favorables à la biodiversité. Et au petit gibier. Et aussi, il se lance dans une politique petit gibier, avec un plan ambitieux, un plan faisant ambitieux, de manière à, au cours de l'année 2021, créer toutes les conditions favorables pour retrouver l'année suivante du vrai gibier, du vrai faisan,
naturel, avec toujours un peu de guillemets, bien entendu, puisque ce n'est pas un animal autochtone. Mais voilà, il se lance, il se donne de grandes ambitions et on lui souhaite vraiment de réussir. Oui, D'ailleurs, je pense qu'un un petit tour à La Roque-en-Galin, un petit reportage, ça serait pas idiot. si ce monsieur nous entend. Voilà. Je crois que c'était un appel du cœur, Denis. C'était un appel aussi à Patrick pour qu'il m'envoie là-bas. Ah, bon. Voilà. Pars, Allez. Denis, pars. Président, une initiative comme celle-là, c'est plutôt sympathique, non? C'est une belle initiative, bien sûr. Et ce qui prouve aussi quelque chose, c'est que je dirais le choix de vie synégétique au rural est dans le fond quelque chose d'universel en Europe, dans le monde entier, mais on va rester au niveau européen. Ce qui prouve aussi d'ailleurs que j'imagine, et je le ressens en discutant avec mes homologues européens, le même mal-être qu'on peut ressentir, le même sentiment d'abandon, d'humiliation que ressent effectivement le monde rural à travers les pays européens, et quelque chose qu'il faudra fédérer dans les années à venir. Je pense aux élections européennes aujourd'hui qui donnent systématiquement des bataillons d'écologistes politiques ou apparentés, je dirais, au Parlement européen, et surtout qui leur offre une mainmise terrible sur la DG Environnement européenne, qui aujourd'hui a plus qu'une idée en tête, une seule idée en tête, c'est essayer de niveler, je dirais, toutes les aspérités qu'on appelle les traditions de chaque pays dans les territoires ruraux, et on arrive aujourd'hui à un niveau de harcèlement de la part de cette partie européenne qui devient inacceptable pour des gens comme nous. Voilà, cette ingérence dans nos vies perpétuelles à venir nous expliquer comment on doit faire, alors qu'on maîtrise et qu'on vit depuis des générations sur ces territoires, c'est quelque chose d'inacceptable. Alors, bienvenue aux Belges, que je connais bien, je suis voisin avec eux, en étant tout en haut de la France. La Belgique est un pays frontalier où on a beaucoup d'amis chasseurs d'ailleurs, voilà, qui vivent d'ailleurs chez eux aussi des moments difficiles, on en parle beaucoup, et qui ressentent les mêmes problèmes. Donc, même formatage de départ, même génétique rurale synégétique, même combat, même envie, et on ne peut qu'applaudir effectivement cet échange franco-belge qui vient de se poser dans le Gers, et on fera tout ce qu'on peut pour aider cette jeune structure sociétale à voir le jour, parce que là aussi le point social de la chasse est un point essentiel. D'ailleurs, on l'a un peu tous ressenti durant cette période compliquée du confinement. On s'est rendu compte que la chasse, c'est pas que l'acte de chasse. Avoir cet instant de partage après la chasse, de pouvoir discuter avec des gens. Voilà. Le chasseur, dans le fond, je dirais, je vais le décrire un petit peu comme ça. On est naturellement des gens gentils. Quand je vois d'ailleurs les harcèlements qu'on subit, les violences verbales ou physiques, et d'ailleurs qu'on affronte parfois, et effectivement, nous sommes armés, et dans le fond, il y a jamais de dérive, et il y a jamais de catastrophe. Et j'admire beaucoup d'ailleurs les chasseurs pour leur calme sur ce point, et je leur demande de poursuivre, parce qu'on peut pas répondre je dirais à l'avènement de la violence et de la haine physique sur nos territoires ruraux, mais voilà, c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui, c'est quelque chose dont il faut parler. Mais bienvenue aux Belges dans le Gers. J'espère que maintenant, le Gers aura des frites à la hauteur de ce que nous connaissons, nous, dans le Pas-de-Calais. Bon, j'espère qu'ils l'entendront. Patrick, tu voulais revenir sur l'art des sonneurs de trompe de chasse qui vient d'être classé au patrimoine de l'UNESCO. Je suis abonné aux bonnes nouvelles, et donc tu l'as dit, l'art des sonneurs de trompe vient d'être classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Oui. Bonne décision, je crois que tu l'as étudié d'ailleurs. J'ai étudié, non, entre guillemets, j'ai lu la fiche de l'UNESCO qui entérine en effet le fait que l'art des sonneurs de trompe soit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est quelques phrases et quelques mots dans la décision de l'UNESCO qui, moi, m'ont frappé et qui m'ont beaucoup plu. Je vous en lis 2-3 passages très brefs. Rassemblés par leur fascination commune pour cette musique instrumentale, les sonneurs proviennent de tous les milieux socio-culturels. Cette très grande mixité sociale est l'un des marqueurs de la pratique actuelle de la trompe. Plus loin, la musique de trompe maintient un vaste répertoire musical vivant et dynamique qui n'a jamais cessé de s'enrichir depuis le XVIIe siècle. Et le marquis de Dampierre, je rajoute. Le sentiment d'appartenance et de continuité procède de l'interprétation d'un répertoire commun, en partie hérité de l'histoire. Moi, il y a un certain nombre de mots qui me plaisent. D'abord, le fait que l'UNESCO souligne
le fait que les sonneurs de trompe proviennent de milieux socio-culturels variés. C'est un fait. Nous le savons. Nos opposants, et en particulier les gens qui sont très opposés à la vénerie, disent tout à fait le contraire. Et là, je suis ravi que ce soit l'UNESCO qui leur donne tort en leur disant que non. Non, c'est une pratique d'une grande mixité sociale. Puis il y a des mots comme appartenance, continuité, répertoire commun, le sens de la communauté, l'héritage de l'histoire. Tout ça, c'est assez intéressant de le voir dans une décision de l'UNESCO. Alors, je ne pouvais pas ne pas la faire. J'en profite pour lancer une petite pique. Alors, je ne sais pas si le président sera d'accord avec moi, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn le fait que l'OFB se réjouissait de cette comment dirais-je, nomination et de cette nouvelle. C'est assez surprenant quand on sait que l'OFB a cofinancé il y a quelque temps une brochure dans laquelle on appelait à l'interdiction de la vénerie. Nous en avions parlé. On en avait parlé, et je m'étais un peu insurgé contre le fait que l'OFB cofinance avec les Écomères et la LPO de M. Baugrain-Dubourg quelque chose qui appelle qui finance donc quelque chose qui appelle à interdire la vénerie et d'autres chasses dites traditionnelles. Donc il y a en la matière un peu de schizophrénie de la part de l'OSB, mais bon, c'est pas très très grave. Je sais pas, vous aviez eu une réponse, je crois, président de M. Dubreuil à propos de cette malheureuse brochure. Oui, une réponse un petit peu floue, mais bon, ce qui est un peu normal. Il faut bien comprendre que l'OFB, comme l'ONCFS avant d'ailleurs, est un établissement public. Et que le patron de cet établissement, ce n'est personne d'autre que le ministre ou la ministre dans la transition écologique, ce qui donne un petit peu le ton. Et en moins, à l'OFB, vous avez aussi beaucoup de gens qui aiment la chasse, on le sait. Alors, la fusion ONCFS-AFB a forcément amené de l'AFB des gens qui étaient moins pro-chasse, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on peut pas dire que cet établissement est contre la chasse, mais cet établissement et son directeur, d'ailleurs Pierre Dubreuil, a la difficulté permanente de devoir faire le grand écart. C'est-à-dire une fois, il faut s'afficher du côté du monde de la chasse, et à ce moment-là, vous avez tous les écolos qui hurlent. Des fois, c'est le contraire, et là, c'est nous qui hurlons, comme vous venez de le dire tous, comme l'explique Denis, et effectivement, qui leur a venu un courrier de ma part. Bon, voilà, je pense que c'est l'établissement public, c'est cette chasse à deux têtes en France, ou tout au moins cette nature maintenant à deux têtes en France. Donc voilà. Moi, je crois que il faut surtout qu'on reste, je dirais, dans un dialogue permanent avec l'OFB, c'est important. Les ministres passent, l'établissement public perdure, et ça, c'est important. Il y a des gens avec qui, bien sûr, on peut discuter, avec d'autres, c'est forcément plus difficile. Bon, au final, c'est qu'il y ait un dialogue qui s'installe, parce qu'au final, je pense qu'on a tous je dirais, la même envie, la même volonté, c'est défendre et promouvoir la nature et la biodiversité. Donc, à partir de là, on doit réussir à trouver des solutions, même si parfois, c'est un peu tendu, je vous le confirme. Bon, continuons le dialogue. Patrick, tu voulais nous parler d'agriculteurs qui sont très très en colère. Je suis tombé par hasard sur le reportage de l'émission Pièces à conviction sur France 3. Depuis, j'en entends beaucoup parler chez nos amis chasseurs. Ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Ça s'appelait Les sangliers de la discorde. Oui. L'as-tu vu, Denis ? Alors oui, je me suis fait violence, j'ai regardé en replay le reportage. Alors j'avais appris déjà par des contacts locaux qu'un certain nombre d'agriculteurs commençaient à être agacés, et c'est une litote. D'ailleurs, on se rappelle d'avoir vu ces images de sangliers tués, probablement heurtés par des 4x4, éparpillés dans des champs. Apparemment, il s'agirait de ces gens-là. Donc on a des agriculteurs qui en ont assez des dégâts, qui trouvent que les chasseurs n'en font pas assez, eux, en termes de chasse et de régulation des sangliers, et qui, alors je crois que dans un premier temps, ils ont retiré leurs terres des sociétés de chasse locales, ce qui est tout à fait leur droit. Mais dans un deuxième temps, ils s'adonnent à des activités complètement illégales. Le braconnage de nuit, avec lunettes thermiques, avec réducteur de son. Là, voilà, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait réagir parce que ça pose un problème. Maintenant, la question que je me pose, c'est font-ils ça de toute bonne foi ? Ou alors sont-ils instrumentalisés et par qui ?
Là, j'aimerais assez le savoir. Comme toujours, les journalistes de la 3, et d'ailleurs tous les journalistes, ils ne sont pas allés au bout de la chose. Ils auraient pu aller creuser un petit peu en se demandant ce qu'il y a derrière cette volonté de s'afficher en braconnier et dans l'illégalité. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette affaire-là, Président? Parce que c'est lié aux dégâts. On sait que les dégâts, c'est un problème réel pour les agriculteurs, un problème financier réel pour le monde de la chasse. C'est intimement lié, j'ai l'impression. Oui, là, je pense quand même qu'il faut, il faut quand même être très prudent dans cette affaire. Bon, on peut entendre effectivement un sentiment de colère dans la vie de tous les jours et dans tous les domaines. Maintenant, si tout le monde commence à régler ses problèmes en écrabouillant une quinzaine de sangliers avec des 4x4 ou toute autre chose d'ailleurs, en prenant des carabines la nuit, en allant tirer sur des animaux, bon, voilà, il y a un moment, ça peut pas marcher. Franchement, il y a des enquêtes en cours sur ces sujets. En ce qui me concerne, il n'y aura aucune pitié. Je veux dire, voilà, enfin, c'est même pas une question de pitié, mais on ira au bout des choses. Voilà, si ces gens effectivement sont condamnés, nous nous associerons bien sûr à la condamnation et on fera tout ce qu'on peut pour l'accentuer. Voilà. Maintenant, qu'il y ait des situations complexes au niveau des dégâts, oui, on le sait. La tension est forte dans certains territoires. Les chasseurs ont des problèmes effectivement à équilibrer effectivement les choses au niveau des territoires à partir du sanglier, sur la base du problème de la problématique des sangliers. Bon, je vais pas refaire tout le débat, mais néanmoins la genèse est quand même aujourd'hui que si dans cet énorme champ de maïs là-bas dans les Vosges, il y avait plein de sangliers, bon, peut-être aussi dans les Vosges qu'il y a 40 ans qu'il n'y avait pas de maïs, il n'y avait pas effectivement cette modification forte de l'emblavement, cette modification forte de la taille du parcellaire. Bon voilà, il y a beaucoup de choses qui vont s'ajouter, y compris d'ailleurs, et là on peut le dire, une forme de réchauffement climatique. On a plus d'hiver et là où l'Allée avait l'habitude de perdre 80% de ses marcassins en mars ou en avril, en février, en mars ou en avril d'ailleurs, dorénavant, tout le monde arrive à maturité sans aucun problème à la fin du printemps ou au début de l'été. Donc tout ça, ça fait que voilà, il peut y avoir des colères, il peut y avoir des problèmes. Je pense pas que c'est dans ce genre d'action qu'on va les régler. Ça ne peut qu'exacerber, je dirais, les tensions entre le monde cynégétique et le monde agricole. Moi, je suis un représentant national. Des fois, je pousse une gueulante, tout le monde me connaît. Des fois, j'exprime des choses avec peut-être un peu de brutalité, parce que je pense qu'elles sont de bon sens et qu'il faut les dire. Là, je pense que dans cette action, les agriculteurs font une erreur pour les deux choses qui viennent d'être données là. Ça n'est pas comme ça qu'on règle des problèmes. On les règle autour d'une table, on les règle dans la discussion. Ce que nous sommes d'ailleurs en train de faire en ce moment, puisque on est dans cette discussion forte sur les dégâts de gibier, qui doit amener effectivement à refondre une nouvelle stratégie commune entre la chasse et le monde agricole, bien sûr sous le patronage de l'État, pour rediscuter cette loi d'indemnisation qui aujourd'hui étouffe la chasse française. Voilà, ce qui était vrai en 68 avec quelques poignées de sangliers au niveau national ne peut plus être applicable et on ne peut plus reprocher au monde de la chasse, on ne peut pas donner au monde de la chasse l'obligation d'arriver à bout économiquement de cette problématique des dégâts. D'ailleurs, vous le disiez, on vient de le dire tout à l'heure, l'exemple de Montpellier n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les objecteurs de conscience cynégétique, il y en a de plus en plus, et aujourd'hui, alors, soit effectivement par dogmatisme, soit des fois aussi par des pratiques. Voilà, on urbanise beaucoup notre pays, le périurbain se répand un peu partout, et des fois, la pratique de la chasse avec une arme rayée, par exemple, devient complexe parce qu'il y a une maison, parce que voilà, donc tout ça c'est difficile. On peut pas dire c'est la faute des chasseurs, ça c'est inacceptable. Et l'État va devoir prendre en considération ces problématiques, mais nous, on peut plus être les seuls aujourd'hui à régler économiquement et financièrement le problème des dégâts de sanglier. Voilà. Donc, pas de violence et pas de réaction épidermique. Il y a des gens qui discutent autour de la table, dont je fais partie, et on va essayer d'établir un nouveau plan d'action qui soit acceptable par le monde agricole, acceptable par le monde cynégétique, et bien sûr, où l'État va devoir mettre tout son poids économique et des moyens qui sont à la hauteur de ce que nous souhaitons atteindre. Bon. Merci, Président. Merci, Président. Patrick, on va passer à ta chronique en direct des réseaux. Qu'as-tu pu voir sur les réseaux dernièrement ? Eh bien, déjà, j'ai pris une bonne résolution. Je vais remonter que les informations positives des réseaux. Ah, t'as noté, Denis ? J'ai noté. Positif. Ce qui me laisse le négatif, c'est gentil. Merci, Patrick. Fais un partage ça équitable. Ça va raccourcir un peu ma chronique. Mais en tout cas, je vais m'y tenir pour cette première émission. On verra dans le temps, vous me contrôlerez. D'abord, ce premier tweet positif. Un beau paysage enneigé, vous pouvez le voir.
On a aussi vu, on en a parlé tout à l'heure, mais beaucoup de commentaires suite au sauvetage du chien par les chasseurs et également du vététiste. Vous voyez quelques commentaires, même si on fait remarquer que ça n'avait pas été relayé beaucoup sur les comptes anti-chasse. On en a parlé tout à l'heure. Toujours, on en a parlé pendant les actualités, mais Franck Allais, vous voyez son tweet, célèbre le fait que l'UNESCO ait classé au patrimoine mondial de l'humanité le trompe de chasse, même s'il regrette, on n'est pas que dans le positif, qu'il n'y ait aucune référence à la vénerie. Nous en avons parlé également. Je remercie Louis Turquin qui a fait passer ces belles photos de famille à la chasse, parce qu'on parlait de cette ambiance de chasse, mais la famille en fait partie. Très belle photo. Et encore Franck Allais, encore lui, je le suis beaucoup, il est intéressant. Abonnez-vous au compte Twitter de Franck Allais. Il nous fait savoir que la chasse Saint-Hubert de Saint-Fiacre et la fédération départementale ont offert des terrines de chevreuil aux soignants du CHU local. Encore une belle initiative, on n'arrête pas. Hein. Non, mais c'est bien. Il y a tant de choses positives à dire. Oui, enfin c'est la fin. C'est un peu court, mais ça demande pas mal de temps de préparation parce qu'il faut trouver les informations positives. En tout cas, pour l'instant, je me tiens à ma bonne résolution. Bon, Denis, nous passons à ta chronique. À toi, si je puis dire, les brèves du chasseur. Alors, les brèves du chasseur seront brèves aujourd'hui. J'ai relevé deux informations qui ne sont pas à l'honneur de la presse régionale qui les relate. La première d'entre elles se déroule dans les Yvelines, en forêt ou dans le bois de Guitrancourt. On a vu paraître dans le 78 Actu. C'est pas CNN ou le Washington Times, bien entendu, mais voilà, une petite nouvelle. Des promeneurs, le dimanche, en famille, dans les bois, tombent sur des carcasses d'animaux, des déchets de chasse, voilà. Et, bien entendu, odeur putride, c'est la faute des chasseurs, ainsi de suite. Et on se répand dans les 15-20 lignes de ce petit canard local contre les chasseurs qui n'ont pas fait ce qu'il fallait. Alors, dans un premier temps, oui, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, parce qu'il y a un article du Code rural, l'article R226, je crois, qui précise qu'à moins de 40 kg de déchets et de carcasses, les chasseurs doivent enterrer. Au-delà, ça doit partir à l'équarrissage. Ça, c'est une chose, et les chasseurs locaux l'ont bien convenu, s'excusent et sont allés réparer les dégâts. Mais moi, ce que j'aimerais soulever, c'est le fait suivant, c'est que ce bois est privé. Ah oui. Alors, pas clôturé certes, mais c'est un bois privé avec des panneaux, et que les promeneurs du dimanche qui s'offusquent des horribles méthodes des chasseurs n'avaient rien à faire dans ce bois-là. Alors, on ne peut pas, d'un côté, comme reporter, ce média militant et très écolo, s'offusquer de l'engrillagement de certaines régions de France, et puis voilà, laisser les promeneurs le débat sur les territoires privés, voilà. Donc voilà, petite brève des Yvelines. Ensuite, petite brève dans l'Oise. Malheureusement, encore une fois, le petit groupuscule AVA du camarade Broniszewski a fait parler de lui, puisqu'ils s'en sont encore pris à l'équipage La Futaie des Amis. Et il y a eu des petits heurts, en tout cas la presse locale, Oise Hebdo en particulier, qui semble être devenu l'organe, la Pravda de AVA, relate les faits d'une manière assez partiale, pas assez partiale, totalement partiale. On voit un petit peu à l'écran en ce moment ce que j'ai pu voir moi sur Oise Hebdo et sur Ouest France. Des gens auraient été, une femme aurait été, beaucoup de conditionnels, mais vous savez très bien que le conditionnel dans ces cas-là on l'oublie, et ce qu'on voit et ce qui reste, c'est que des méchants veneurs auraient agressé des gentils militants d'AVA. Il n'en est rien. Alain Drache a fait des rectificatifs à ce sujet-là. Évidemment, il ne sera pas entendu, mais il y a des images preuves prises par les uns et par les autres, et voilà. Mais il est dommage quand même qu'une partie de la presse régionale devienne les porte-voix de groupuscules qui ne sont franchement pas reluisants. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. On passe maintenant à notre dossier de la semaine. Et oui, le dossier de la semaine vous est consacré, Président. D'abord,
un grand merci encore d'être là. Nous sommes ravis et honorés d'avoir le président de la FNC avec nous ce soir. Voilà, c'est l'émission de début d'année. Quoi de mieux comme période pour faire un bilan de l'année écoulée, parler des perspectives de l'année à venir. Commençons par un bilan, si vous voulez bien, Président. Alors, que retenir de la chasse en 2020 évidemment, l'élément majeur, à mon avis, ça a été le confinement. Le fait que nous ayons été, dans un premier temps, limités à de la régulation. Alors, j'y vois un aspect positif, c'est qu'on a quand même compris que nous étions utiles, au moins pour cela. J'y vois quelques possibles effets pervers, c'est que certains à terme aimeraient peut-être nous voir limités au rôle de régulateur. Ce qui, bien entendu, interdirait la chasse au gibier d'eau, la chasse à la bécasse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un possible effet pervers. Et puis, on a assisté, et c'est dommage à cette occasion-là, à une petite division du monde de la chasse. Certains chasseurs accusaient les chasseurs de grand gibier, de profiter de la chose et de ne pas être solidaires avec eux. Des fédérations ont joué un jeu bizarre. Alors, voilà, le premier élément pour moi, c'est celui-là. Qu'en pensez-vous, Président ? Je pense comme vous, l'unité de la chasse a été éprouvée en 2020, ça c'est sûr, avec ce problème de confinement. Et puis donc effectivement, cette notion de régulation qui est arrivée, mais qui s'est surtout opposée à une soi-disant chasse-plaisir. Alors, bien sûr que c'est pas nous qui avons défini ça, ni moi, bien sûr, mais tout ça est venu de notre ministère de la Transition écologique qui, de façon assez maligne d'ailleurs, a semé effectivement le trouble. Je n'étais pas contre du tout l'idée d'avoir des chasses qui étaient urgentes, on va le dire comme ça, qu'il fallait pratiquer rapidement, qu'on pouvait pas différer, mais je pense qu'on aurait pu effectivement laisser d'autres possibilités synergétiques. Alors c'était le cas pour les autres usagers de la nature, puisqu'il y avait cette histoire des 20 kilomètres et de l'heure d'activité. Là où je suis très très fâché sur cette partie-là, c'est qu'il a fallu aller même jusqu'au tribunal pour faire reconnaître cette heure pour les chasseurs. Voilà. Et ça, c'était inadmissible. Alors, oui, il y a deux côtés. Un bon côté où on reconnaît la chasse, même en période de crise sanitaire grave, comme le Covid, comme celle qu'on vit encore, d'ailleurs, malheureusement, avec la Covid-19. Et puis, d'un autre côté, un effet pervers. Voilà. Jean Berton, le regretté Jean Berton avait écrit d'ailleurs en son temps, demain les milices synergétiques. Mais ça y ressemble un petit peu. Voilà, c'est une sorte d'avant-goût de ce qui peut se passer dans le canton de Genève. Bon, alors on va pas non plus noircir tout le tableau. Ce qu'il faut, c'est être extrêmement prudent sur ce qui va se passer ensuite. Bon, j'espère que nous n'allons pas revivre une saison aussi complexe sur ce sujet-là et que la Covid-19 va finir quand même par nous foutre la paix courant de l'année 2021. Je pense qu'on a déjà suffisamment tous dégusté là-dessus. Donc, faudrait maintenant que ça s'arrête. De toute façon, il va falloir maintenant, pour la FNC, penser à ce genre de possibilités. Parce qu'on n'a jamais été confronté à ça, on a été comme tout le monde pris de court. C'était compliqué à mettre en place, c'était compliqué de discuter avec l'État, qui avait aussi des préoccupations importantes qu'on imagine parfaitement. Bon, on retiendra qu'on a eu quand même une bonne écoute par une grande partie du monde politique et de l'exécutif. On a pu faire avancer des choses. Maintenant, il y a des gens qui sont restés sur le bord du chemin et qui sont des chasseurs autant légitimes que les autres. Je pense aux gens du petit gibier et je pense aussi bien sûr aux chasseurs de migrateurs et de gibier d'eau qui ont connu des heures très difficiles. On parlera peut-être un peu du gibier d'eau après parce qu'en plus il y a eu l'influenza aviaire qui s'est rajoutée. Voilà. Donc une situation compliquée. Et je crois surtout qu'il faut qu'on arrive à passer un petit peu le cap entre nous. Faut jamais accuser les chasseurs de grand gibier d'avoir pu pratiquer quand on est un chasseur de petit gibier. Voilà, le bonheur des uns n'est pas le malheur des autres et vice versa. Donc à partir de là, il faut pas qu'on se déchire là-dessus, il faut qu'on reste unis, qu'on réfléchisse maintenant comment appréhender l'avenir si nous devrions être reconfrontés à ce genre de situation la saison prochaine, ce que je n'espère pas, mais qu'on ne peut pas exclure. Donc des discussions vont maintenant s'opérer avec l'État pour qu'on puisse je dirais, instaurer quelque chose de précis et qu'on n'ait pas à revivre cette situation qui, malgré tout, et Denis a raison, laissera probablement quelques traces, peut-être un peu dures à effacer entre nous. J'en ai peur, hélas.
Vous l'avez mentionné, Président, un des autres problèmes qui perdure d'ailleurs encore actuellement, c'est la fameuse grippe aviaire qui nous arrive probablement des Pays-Bas, qui a légèrement et maintenant lourdement impacté, d'abord bien entendu les élevages, pensons d'abord et avant tout aux élevages, mais aussi les chasseurs de migrateurs et de gibier d'eau. Là, on peut se poser aussi des questions à propos de la gestion un peu erratique par les pouvoirs publics à ce niveau-là. Oui, alors là, on change de ministère, on arrive à l'agriculture. On a un ministre de l'Agriculture qui s'appelle Julien Denormandie, qui est franchement quelqu'un avec qui on peut vraiment bien travailler. Il y a de l'écoute, il y a du dialogue, on partage des choses et ça se passe très bien. Mais on a eu un problème majeur, effectivement. Et peut-être qu'on n'avait pas bien pris la mesure, on doit tellement prévoir les catastrophes maintenant à la tête de la chasse française, des fois que ça devient compliqué. C'est que nous n'avions pas bien pris la mesure que depuis 2018 et l'arrivée de la PPA, les problématiques, je dirais, sanitaires au niveau des espèces sauvages ou des espèces d'élevage d'ailleurs, je ne parle pas des virus pour l'homme, sont soumis à des règles européennes. C'est-à-dire que en 2016, avec des cas de figure similaires, voire même peut-être plus graves, puisque nous avions des appelants contaminés, c'était encore plus complexe que ça, nous n'avions jamais passé le territoire entier en niveau élevé. Ça n'avait jamais existé. Sauf que maintenant, depuis le problème de la PPA, eh ben, c'est l'Europe qui régit. Encore une fois, l'Europe. Toujours l'Europe, malheureusement. Pourtant, Dieu sait si j'ai défendu l'idée européenne et ô combien maintenant je me pose beaucoup de questions. Donc, ça veut dire, voilà, il y a un État qui soit un État frontière de la France, soit un cas qui se trouverait à moins de 200 km selon sa gravité ou 300 km de nos frontières, ça implique que nous passions directement au niveau élevé. Donc on est passé très vite en niveau élevé, à un moment d'ailleurs qui est quand même incroyable, où nous n'avions pas de cas, sur le territoire national. Voilà. Et à ce moment-là, le niveau élevé a provoqué effectivement directement un problème sur le transport des appelants. Alors, on a obtenu des choses qui étaient quand même importantes. Il faut savoir que avec un niveau élevé, normalement, nous ne pouvions pas utiliser d'appelants du tout. Alors, il y a une partie des chasseurs de gibier d'eau qui ont pu chasser sans aucun problème s'il y avait des appelants sur place. Le gros problème qu'on a eu, il vient du domaine public maritime, où la plupart du temps, vous ne pouvez pas laisser de canards sur les étangs ou sur les flaques, parce qu'on est sur l'estran, et que la mer monte, tout simplement. Donc, on ne peut pas laisser d'oiseaux. Et il n'y avait rien de prévu pour laisser des oiseaux. Et là, on a privé, je dirais, une frange importante des chasseurs de gibier d'eau, des gens souvent très passionnés aussi, on le sait, et qui n'ont pas pu, effectivement, aller à la chasse, parce que aller à la chasse sans ses appelants, c'est comme aller à la chasse au sanglier sans les chiens courants et à la bécasse sans son pointer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a des gens qui aiment passionnément leurs oiseaux, leurs appelants, et il y a une espèce de symbiose entre les chasseurs, leurs appelants et la chasse. Et il faut le respecter. Donc ça, c'est un vrai problème. Là encore, ça doit interpeller. Et moi, mon rôle, c'est de prévoir quand je le peux. Là, peut-être que les choses n'étaient pas assez prévues, mais je vous dis, il s'en passe tellement que ça devient compliqué. Mais surtout maintenant, la discussion qui est en cours, c'est pour trouver une solution pour ne plus avoir à revivre ce genre de choses. Voilà. Là, il y a des gens qui ont pu atteler jusqu'à 30 canards, même en niveau élevé. Partout où les canards étaient sur place, et ça, c'était, je dirais, exceptionnel. Par contre, transporter 10 malheureux canards, même en les mettant dans des cages en périphérie des étangs, alors qu'on peut toujours acheter une dinde, une poule, un canard dans une animalerie, qu'on voit passer des milliers de semi-remorques de volailles pour les fêtes de fin d'année qui doivent terminer dans les assiettes des Français. Tout ça, ça n'a pas posé de problème. Donc là, c'est pour ça que j'ai souhaité, je dirais, déposer une plainte effectivement et saisir le Conseil d'État, où j'ai trouvé que il y avait une forme d'inéquité entre la pratique des chasseurs et les autres pratiques liées à l'élevage et au transport des volailles. On avait demandé un référé suspension, il n'a pas été accepté. Néanmoins, il y aura un jugement sur le fond dans quelques mois, mais de toute façon, là encore, il faut travailler parce que ce genre de crise reviendra. Vous savez, l'influenza aviaire, elle existe depuis qu'on est gamin. Voilà, mon grand-père appelait ça la maladie des oiseaux qui passent l'hiver. Voilà, on avait une ferme, et puis tous les 2-3 ans, on trouvait en 2 jours 30 barbaries qui étaient morts, une quinzaine de pintades, une dizaine de dindes, et puis 22 poules. C'était classique, on n'en faisait pas tout un plat. Maintenant, vous avez vu, tous les curseurs s'allument, c'est une catastrophe. Bon, voilà, je dis pas que c'est mal, mais
peut-être que parfois c'est quand même un peu exagéré. Donc maintenant il faut prévoir tout ça et il faut qu'on ait un système pour la prochaine saison de chasse, parce que je pense que ce qui s'est passé pour les chasseurs de gibier d'eau, dans une certaine mesure, est inacceptable. Ce qui est sûr, c'est que ça peut pas se reproduire deux fois. Voilà. Si on a des gens qui vont finir par en avoir marre, qui laisseront tout tomber et qui perdront confiance effectivement dans les instances de la chasse française qui sont là normalement pour les aider et pour les préserver de ce genre de choses. Donc il faut agir vite et il faut qu'avant la prochaine saison de chasse, on ait trouvé des accords avec l'État pour qu'on ne revit plus cette mise sous cloche du transport des appelants qui n'a pas été acceptée et même à mes yeux qui n'est pas acceptable. Merci de ces précisions, Président. Je tenais à en parler parce que nous sommes suivis par beaucoup de chasseurs de gibier d'eau. Oui. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons consacrer une émission complète à la chasse du gibier d'eau. Donc voilà, des précisions qui seront certainement entendues et appréciées par eux. Il y a, au cours de l'année 2020, on ne va pas s'attarder, mais quand même un phénomène. C'est tout ce phénomène anti-chasse, alors qui se traduit par des biais, des choses diverses et variées. Il y a le RIP, il y a les 2 propositions de loi, il y a les réseaux sociaux qui s'enflamment et qui sont extrêmement braqués contre nous. Il y a la violence réelle sur le terrain, alors qu'elle soit dirigée contre les installations ou parfois contre les individus. On va en parler brièvement. Vous avez été l'objet vous-même d'une campagne de haine assez incroyable. Vous y avez répondu. Quelques-uns des auteurs ont été légèrement condamnés. Qu'y a-t-il à faire, à mon avis, et quel est le bilan de cette haine ordinaire, comme le dirait un auteur célèbre ? Là, je crois que l'État doit réagir, parce que ce qui s'est passé vis-à-vis de moi, ou ce qui se passe tous les jours vis-à-vis de milliers de chasseurs, faut pas l'oublier, ça se passe aussi vis-à-vis de millions de gens. Voilà. Quand cette affaire est arrivée, j'avais comme tout le monde conscience de la violence des réseaux sociaux, de la haine qui pouvait émerger de gens planqués derrière un clavier d'ordinateur. C'est tellement simple, c'est tellement facile. J'ai aussi pris conscience qu'il y avait des millions de personnes en France qui subissaient des tas de harcèlement par les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de formidable. Facebook, on peut échanger, on peut voir des photos, partager nos vies avec des amis, de la famille, des gens qu'on aime, tout ça c'est bien. Mais ça permet aussi à des gens qui dans la vie de tous les jours sont à peu près rien, d'ailleurs pour la plupart, j'ai pu le vérifier par moi-même, mais ça leur donne le sentiment effectivement d'exister et enfin de briller sous la lumière. Voilà. Donc et on a des gens, mais ça a été assez curieux. C'est pas des gens violents, vous voyez. D'ailleurs c'est souvent des gens âgés. C'est très peu de jeunes, faut le savoir. C'est souvent des gens plus âgés. Très urbains en ce qui me concerne, des gens des villes, qui ont vu 2 reportages à la con et c'est pas ça qui manque, avec plein de mensonges et d'inexactitudes concernant la chasse, et puis qui se sentent à un moment le besoin d'en exprimer une forme de colère, contre une personne et avoir une personne effectivement connue qui est le patron des chasseurs, qui s'est exprimé sur un sujet important qui est la divagation des chats, qui n'a jamais dit d'ailleurs qu'il fallait les tuer, qui a simplement parlé de piégeage. On fait un amalgame, on mélange tout ça et puis ça se déchaîne. Bon, j'ai un petit peu de cuir, néanmoins ça a touché aussi ma famille, donc mon épouse, mes enfants, mes parents, et ça c'était quelque chose de nouveau pour moi. J'en ai été, c'est vrai, sur ce point familial éprouvé. Des coups, j'en sois. Mais ce que je voudrais dire, que c'était quand même quelque chose de durable, puisque ça existait déjà avant cette affaire des chats. Depuis, ça n'a jamais tari. Voilà. Une journée normale, si j'ai pas 20 personnes qui me souhaitent ma mort, avec beaucoup de détails croustillants d'ailleurs souvent, et beaucoup d'idées. Il faut savoir que les gens sont très prolixes quand il s'agit de tuer les autres. Il y en a plein qui inventent des nouvelles méthodes. Voilà. Ce que je ne veux pas, et ce qui m'inquiète d'ailleurs même moi à titre personnel, c'est qu'on finit par banaliser les choses. Je me dis, en regardant mon téléphone, tiens, j'en ai eu 12 aujourd'hui, petite journée. Ou 8, qu'est-ce qui se passe? Ils sont malades. Voilà. Donc, c'est pas normal non plus. Et là, il va falloir faire quelque chose au niveau de l'État. Il y a des lois qui doivent régir ça. Voilà. Les réseaux sociaux ne peuvent pas être l'exutoire de la noirceur de l'âme humaine, comme c'est le cas, ça le devient aujourd'hui. Sinon, ça va ouvrir tellement de clivages et de contentieux entre les gens, c'est qu'à un moment, ce pays va devenir invivable. Voilà. Et ça, c'est grave. Après, il y a aussi les catalyseurs de ça. Et j'insiste pour mon cas, parce que j'ai vu ce qui s'est passé. Voilà. Il y a des gens qui disent, je suis journaliste, je prends quelque chose, je fais un buzz,
j'ai 300 000 followers, je les fais réagir, c'est super. Puis après, je passe à autre chose. Après, il y a ce qui se passe derrière. Quand on balance quelque chose, quand on balance un nom, quand on balance une adresse, quand on balance un visage sur les réseaux sociaux, il y a tout ce qui va se passer. Ça aussi, et surtout ça, ça mérite de la condamnation. Parce que dans le fond, des gens un petit peu légers au niveau de la tête, qui voient tout ça, qui gobent quelque chose et qui s'excitent, on peut leur en vouloir. Mais dans le fond, c'est pas eux vraiment les responsables. C'est les gens beaucoup plus malins qui introduisent des choses sur ces réseaux sociaux et qui s'en dégagent très vite, mais qui ont mis la petite étincelle suffisante pour jouer un peu sur l'empathie, pour jouer un petit peu sur la colère des gens, pour les réveiller un petit peu, et après qui s'en dégagent. Ceux-là méritent vraiment demain, par une nouvelle loi, d'être lourdement condamnés pour ce qu'ils font. On a tous des noms en tête à ce propos, Président, je vous rassure. Oui, bien sûr. Dans le bilan 2020, et on va terminer rapidement, je pense qu'il y a quand même un aspect extrêmement positif, c'est le succès du permis national. On est à combien de permis nationaux maintenant ? On est à 450 000 permis nationaux, donc une petite moitié, ce qui prouve quand même que cette mesure du permis national était une bonne mesure, qu'elle était effectivement attendue par les chasseurs, même si on ne va pas revenir sur 2020, c'est catastrophique pour les voyages, tout ça, c'est compliqué, ce sera sûrement encore jusqu'à la fin de la saison de chasse, mais néanmoins, ça correspondait donc à un vrai besoin. Donc, ramener le permis national à 200 €, c'était vraiment quelque chose qui était attendu par le budget des chasseurs, et on a bien l'image et la preuve que dans le fond, 200 €, quoi qu'on dise, c'est beaucoup d'argent. Il y a des gens qui à 420 ne pouvaient pas se le payer, à 200 plus les 5 € administratifs, peuvent l'acheter et peuvent voyager. Donc ça, c'est une grande réussite. Il y en a d'autres, mon cher Denis, au niveau de la chasse française aussi. Nous sommes entrés en communication, vous l'avez vu, on a lancé beaucoup de choses. Il y a eu ces petites séquences, ces petits sketchs sur les réseaux sociaux, suivi d'ailleurs il y a quelques jours là en cette fin d'année 2020, d'un manuel, La nature, cœur de biodiversité, qui a été envoyé en 20 petites pages, effectivement. Vous parliez de mes vœux que j'ai présentés dans mes vœux et qui sont un manifeste d'argumentaire important, envoyé aux 600 000 élus de la République, tiré à plusieurs millions d'exemplaires et qui vont être envoyés aussi à l'administration, en plein de gens, pour mieux comprendre ce qu'est la chasse. Et c'est surtout un bon argumentaire pour tous les chasseurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le combat que je mène dans les médias, que je mène sur l'opinion publique en permanence pour expliquer, je le dis souvent, la chasse n'a pas besoin d'être défendue. Si elle avait été expliquée au bon moment, elle doit être expliquée aujourd'hui. Mais chaque chasseur, chaque rural doit être un ambassadeur de la cause. Voilà. Expliquer à son voisin qui n'a pas compris et qui a l'air de changer de couleur quand il vous voit le passer le matin avec le chien et puis du verre et puis le fusil dans le fourreau sur l'épaule, il y a un dimanche matin, il faut prendre une demi-heure, il faut s'arrêter puis il faut lui parler. Si on fait tout ça et si on dit, voilà, on a 5 personnes à convaincre, je peux vous dire qu'on va changer effectivement l'opinion publique et on va changer l'avenir de la chasse. Et c'est aujourd'hui la préoccupation de chaque rural et de chaque chasseur de bien expliquer ce que nous sommes, de bien expliquer ce qu'est la chasse, et c'est à ce prix qu'on va gagner. Dans les points positifs, il y a aussi cette éco-contribution qui permet, abondée par d'autres fonds, aux fédérations de conduire des projets intéressants. C'est 5 € par permis et par chasseur. Ça commence à bien rentrer dans les mœurs et à porter ses fruits, non ? Oui, c'est quelque chose d'important. En fin de compte, c'est la légitimité de l'argent public, mais utilisé par les chasseurs pour réaliser des projets que nous avons choisis, à condition bien sûr qu'ils rentrent dans le cadre de ce qu'on recherche, c'est-à-dire toujours une amélioration de la nature. Et c'est vrai que c'est la première fois où l'État nous fait confiance et nous donne une somme à gérer. Alors évidemment, c'est une corbeille de mariage, on va dire, on y met un morceau, l'État met le double, et à partir de là, on travaille. Mais c'est important, ce qui nous permet aussi, à travers ces fonds, d'ouvrir des vrais sujets nature, qui d'ailleurs sont pas toujours en lien direct avec la chasse. Voilà, il y a beaucoup de projets qui traitent de l'aménagement des territoires, mais aussi qui traitent d'espèces qui sont pas du tout des espèces chassables. Il y a beaucoup de projets, mais je vais prendre un en Hauts-de-France, par exemple, qui traite des hirondelles des fenêtres. Voilà. Parce que, naturellement, on s'occupait de ce problème depuis longtemps, d'ailleurs, mais sans jamais bien l'expliquer. Donc là, ça nous donne aussi la possibilité, d'entrer un peu sous la lumière médiatique avec un projet attaché à une partie de fonds publics, et ça, c'est une bonne chose. L'éco-contribution, c'est quelque chose qui doit dynamiser la chasse française par ses fédérations régionales.
Je dis souvent la chasse aux fédérations départementales, l'environnement aux fédérations régionales. Le niveau régional est le niveau défini aujourd'hui par l'État qui est sorti de la loi NOTRe et qui dit l'écologie, grosso modo, la biodiversité ou l'aménagement des espaces, c'est quelque chose qui doit se faire au niveau régional. Et nous avions une carence terrible. On avait effectivement des fédérations régionales, mais qui avait été quelque chose qui n'était pas accepté, qui n'avait pas été compris. Dans la réforme, et l'éco-contribution en fait partie, puisqu'elle passe non plus dans les mains fédérales, mais régionales, et ça c'est très important, doit nous permettre je dirais, donner les moyens techniques et scientifiques à nos prétentions sur la gestion de la nature. Et ça, c'est quelque chose auquel je dois m'employer énormément, soutenir et porter à bout de bras, parce que je dois des fois bouger un petit peu de montagne, je le sais, mais je sais que l'avenir, la vitrine environnementale de la chasse, c'est la fédération, ce sont les fédérations régionales, et il faut travailler vite et bien dans ce domaine. Ça aussi, ça fera partie des choses qui demain rendront la chasse plus compréhensible et plus accessible pour les gens qui ne sont pas de ce monde. C'est très important. La vitrine régionale et environnementale, c'est probablement un des piliers de l'avenir de la chasse française. Et vous pouvez compter sur nous pour relayer ça. On en appelle d'ailleurs aux fédérations régionales pour nous faire connaître les projets qui sont menés et nous les relayerons très régulièrement sur nos réseaux et dans notre émission. Ah mais ça voilà, nous sommes le porte-parole, le porte-voix de toutes ces belles initiatives. Récemment, sur un article vient d'être pondu par votre serviteur à propos d'une belle initiative en Sologne, dans ma chère Sologne, de sauvegarde et d'amélioration des étangs, et Dieu sait s'il y en a en Sologne. La fédération de chasse aide les propriétaires à aménager et améliorer leurs étangs pour protéger deux espèces qui ne sont pas chassables, dont le butor, le fameux butor étoilé. Donc c'est extrêmement intéressant. Terminons-en avec ce bilan, voyons un petit peu. Moi j'avais les perspectives 2021. J'ai retenu trois grandes choses moi en 2021. Le fait que d'abord ce soit une année électorale, le fait qu'à mon avis il va falloir, c'est mon sentiment personnel, je ne sais pas si vous le partagerez, Président, mais mettre l'accent de manière très forte sur l'exemplarité de la chasse et des chasseurs dans tous les domaines, dans absolument tous les domaines. J'en ai listé quelques-uns, on pourra s'attarder dessus. Et puis, il y a cette fameuse directive, enfin, projet de règlement européen sur le plomb en zone humide. Est-ce qu'on pourrait commencer par cette affaire de plomb en zone humide, Président? Ça vous va? On n'en a pas encore beaucoup parlé parce que le cadre n'est pas encore bien nettement défini. Hein. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions au niveau européen. Je dirais au point où nous en sommes arrivés. On peut peut-être parler du point où on a démarré. Allez, on va pas parler du point où c'est parti parce que c'était tellement énorme à avaler pour la chasse française que c'était pas possible. Aujourd'hui, l'idée européenne, c'est de dire vous ne pouvez plus utiliser la grenaille de plomb moins qu'une zone tampon de 100 mètres, effectivement, non pas d'une zone humide, mais de l'eau. C'était ça l'idée. Alors l'eau, ça veut dire quoi? C'est l'eau selon, je dirais, la définition Ramsar. C'est-à-dire qu'un fossé avec de l'eau, une mare avec de l'eau, une flaque d'eau sur un champ l'hiver, vous voyez un peu ce que ça peut donner. À ce moment-là, à moins de 100 mètres de cette eau, vous ne pouvez pas utiliser de grenaille de plomb. Ce qui évidemment, au début d'ailleurs, c'était 400 mètres. Hein, donc, et vous ne pouviez même pas dans le rayon des 400 mètres en posséder chez vous, par exemple. Et là aussi, vous ne pouvez pas en posséder sur vous. C'était ce qui avait été indiqué au début. Bon. On est en train de travailler beaucoup là-dessus. J'ai pas voulu non plus trop vite m'en exprimer. On fait un gros boulot. C'est très compliqué. Là aussi, écolo, on y va à fond. Écolo européens qui sont là-dessus comme un chien sur un os. Donc, évidemment, on sait bien que c'est difficile, mais on a déjà gommé pas mal de choses. Alors, il y aura sûrement au final, effectivement, un effort. Ce que je voudrais dire sur le plomb, d'ailleurs, personnellement, et je m'en suis ouvert plusieurs fois, c'est quelque chose qu'on nous reproche, et je serais tenté de dire, peut-être aussi à raison. Voilà. Des tonnes de plomb que nous mettions dans la nature aujourd'hui, même si elles sont d'une quantité infinitésimale, c'est néanmoins du plomb. Maintenant, on a d'autres problèmes. C'est la balistique des autres métaux utilisés. Voilà. On ne peut pas non plus mettre des grenailles d'acier qui sont des munitions qui blessent énormément les animaux, alors qu'on nous, je serais tenté de dire, nous rabâche les oreilles sur le bien-être animal à longueur de journée. Donc, il faut un juste milieu. Il faut qu'on évolue sur ce point. Néanmoins, il faut tenir compte, des munitions qui sont à notre disposition aujourd'hui et qui n'ont pas tous les caractères nécessaires
pour remplacer le plomb. Il faut aussi dire et parler du plus gros problème lié au plomb, c'est les armes, je dirais, françaises. Voilà, vous avez 80% des fusils aujourd'hui qui ne sont pas compatibles effectivement à la grenaille d'acier parce que il y a plus de pression pour envoyer l'acier, je dirais, plus fort parce que c'est moins lourd. Donc, il y a beaucoup de fusils qui sont pas compatibles. Donc, il va falloir quand même qu'on regarde tout ça. Il faut savoir qu'au final, il y aura une possibilité d'adaptation qui soit qui sera donnée à chaque pays. Alors, évidemment, si ça passe dans les mains de notre ministre de la Transition écologique, ça va sûrement être compliqué. Bon, vous pouvez compter sur nous. On s'est beaucoup battu pour ce dossier. Je l'ai pas rendu non plus très public jusque maintenant parce qu'il est très évolutif. Attendons d'avoir maintenant clairement les choses, qu'il y ait une évolution qui soit faite. Moi, j'ai dit oui, à condition qu'on nous en laisse le temps. Et le temps, effectivement, c'est le temps de l'écologie. Voilà, si on s'est donné des fois des dizaines d'années ou des années pour passer, je sais pas, de l'essence au diesel, ben là, c'est pareil. Derrière, il y a une économie, il y a des gens qui ont des armes, ça se fait pas tout seul. Moi, j'avais demandé une dizaine d'années. Ça aurait pu être beaucoup plus court, d'ailleurs, je l'ai proposé pour les balles de carabine, où on a déjà, je dirais, d'autres alliages qui sont tout aussi performants, voilà. Mais là aussi, il faut pas non plus qu'on ait les balles qui ricochent partout. C'est le cas pour certaines munitions. Donc tout ça, il faut le prendre avec beaucoup de recul. Faut pas qu'on crée des accidents partout à cause de munitions qui seraient inadaptées à la chasse en France aujourd'hui. Moi, je demande le temps. Le dossier évolue. On aura des réponses dans les mois qui viennent, où là, on pourra effectivement présenter quelque chose de cohérent aux chasseurs. Puisqu'on parle Union européenne, Parlement européen, parlons un peu de 2021, année électorale. On aura les départementales et les régionales. Alors, ça peut paraître anodin, mais départements et régions ont des compétences qui peuvent parfois influer sur la chasse, en particulier la région, avec les SRADET qui peuvent vraiment être utilisés par certains pour attaquer la chasse. Et là, j'en reviens à ce que je disais à propos de Montpellier. Évidemment, les Verts et leur séide animalistes, antispécistes sont nos ennemis, ça c'est clair, mais ceux qui passent des alliances avec eux le deviennent aussi. Donc évidemment, le but de la FNC, notre but à nous, ce n'est pas de dire voter pour un tel ou pour un tel, mais c'est quand même de dire aux chasseurs, attention, année électorale, départementale, régionale, ça peut avoir des conséquences du fait des compétences de ces structures. Donc il est important de bien savoir pour qui on vote. Oui, tu as raison, Denis. Alors, c'est peut-être pas ma fonction de dire voter un tel pour un tel, mais par contre, dire ne votez pas pour celui-là ou celle-là, ça, je peux très bien le faire. Ce qui revient exactement à la même chose, mais en prenant un petit peu plus de gants, on va dire. Mais ça, je vais le faire, clairement, clairement. Alors, évidemment, tu as raison, les régions, c'est quelque chose de primordial. Je parlais tout à l'heure de la loi NOTRe, la vraie délégation, une des vraies seules délégations de pouvoir d'ailleurs, qui a été donnée de l'État vers les régions, dans les différentes lois qui sont passées, dont la loi NOTRe, c'est bien effectivement les politiques environnementales. Comment imaginer que les politiques environnementales ne soient pas liées directement à la pratique de la chasse? Ça ne va faire que s'accentuer les années qui viennent. Donc, il faut vraiment peser sur ces élections régionales. Moi, j'invite, et je le dis souvent à chaque élection, mais je le redis encore, d'abord à un maximum de chasseurs de s'investir sur ces listes électorales. Et ça, c'est déjà très important. Parce que souvent, on veut pas s'en occuper, c'est un tort, parce que d'autres prennent la place et vont là-dedans. Après, il y aura un tri clairement à faire. Il y a des régions très actives, je dirais, au niveau du monde cinégétique. Alors, voilà, des garçons comme Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, on les connaît. Voilà, c'est des gens qui n'ont pas seulement fait confiance aux chasseurs, mais qui font confiance aux ruraux. Voilà, tout en prenant effectivement l'écoute des urbains, c'est pas un problème ça, mais ne prenant pas effectivement l'écoute d'un seul camp. C'est des gens qui ont décidé de prendre tout. Il n'y a pas que, il y en a d'autres. Mais par contre, là, s'il y a bien un endroit où on peut avoir des alliances de circonstances extrêmement dangereuses, c'est bien dans ce cas de figure-là des élections régionales. Et on peut se retrouver avec un pouvoir local sur l'environnement extrêmement dur vis-à-vis de la chasse. Aussi dur ce qu'on peut des fois avoir au niveau national quand on a un ministre qui n'est pas pro-chasse. Donc voilà, attention à ces élections régionales et départementales. Elles ne seront pas anodines. Et pour nous, elles ont vraiment un caractère extrêmement important. Il n'y en a plus aucune qui n'a pas un caractère important. Mais celle-là, quand ça se passe mal, on peut se le prendre effectivement au niveau local, en pleine figure, tout en ayant pensé qu'il n'y avait pas d'enjeu ou qu'il n'y avait pas de danger. Donc, tous mobilisés pour ces élections régionales, c'est très important. Je vais décrypter les programmes, on va regarder ce que proposent les gens,
On va donner aussi à tout le monde les risques, voilà. On a heureusement beaucoup d'amis, on va pas non plus noircir le tableau plus qu'il ne faut. Néanmoins, il faut que chacun ait en tête ce qui peut se passer en cas de victoire de l'un ou de l'autre. Oui, et puis vous avez donc, vous en parliez tout à l'heure, Président, mais adressé cette belle brochure à propos de la chasse, acteurs de biodiversité à 600 000 élus, et vous l'enverrez à d'autres responsables administratifs. On peut espérer que ça fasse son effet. En interne maintenant, que dire aux chasseurs ? Moi, j'ai envie de leur dire, soyez exemplaires à tout point de vue, que ce soit en matière de tir, en matière de gestion des déchets, on en parlait à propos du bois de Guitrancourt tout à l'heure, à propos aussi du comportement sur les réseaux sociaux, et puis à l'égard des autres promeneurs, des autres usagers de la nature, comme il est coutume de le dire actuellement. Alors, usagers gratuits de la nature, alors que nous sommes usagers payants, je tiens à le préciser. Mais voilà, je pense qu'il y a un effort d'exemplarité, en particulier dans un monde où aujourd'hui plus rien ne peut rester caché. Je crois que le président a utilisé ridicule de prudence dans ses vœux. Oui, ridicule de prudence. Bon, c'est sûr qu'il faut être exemplaire d'un point de vue de la sécurité. Voilà. Je le disais dans mes vœux, mais voilà, l'affaire de ce jeune homme qui a été tué en forêt quand il ramassait du bois, on peut me l'expliquer autant qu'on veut. Je suis désolé, pour moi, c'est un meurtre. Voilà, c'est tout. Quand on dit j'ai cru voir un animal, ça ressemblait à ça, j'ai tiré et derrière le coup de carabine, on tue un homme ou une femme, d'ailleurs. Voilà. Moi, je peux plus rien entendre là-dessus. Ça, je ne l'accepte pas. Et d'ailleurs, je souhaite qu'on prenne des mesures beaucoup plus dures à l'encontre des gens qui ont provoqué la mort de quelqu'un. Alors, l'accident est toujours possible, mais là, c'est pas un accident. Là, on est dans l'homicide, on est dans un meurtre. Voilà, on doit se maîtriser. Je comprends la passion, je comprends plein de choses. Voilà, mais si on a un petit peu de problème, on met des lunettes quand on vieillit. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui avec une paire de lunettes, oui, voilà. Et puis si on a un doute, c'est formidable. On tire pas, c'est pas grave ça. Voilà, on doit jamais, on doit être ridicule de prudence. Je le redis, c'est la bonne formule, ridicule de prudence. Voilà. Et ça, on ne nous pardonnera plus ce genre de choses. Alors bien sûr, il y a peu d'accidents mortels. C'est toujours de trop, mais alors évidemment, ils sont montés en épingle, mais surmédiatisés, même d'une façon obscène la plupart du temps, il faut le dire. Néanmoins, moi, je veux qu'on tende effectivement à se rapprocher le plus possible du zéro mort à la chasse. On n'est pas des machines, ce sera toujours difficile parce qu'il y a toujours la possibilité de l'accident. Mais quand on est dans un tir direct où on a bravé les fondamentaux de la chasse, qui est l'identification de ce qu'on va tirer, ça c'est quand même fondamental. Moi, je ne peux pas excuser ce genre d'attitude. Et là, il faut qu'on soit très dur. Et souvent, malheureusement, ça vient d'une forme de laxisme à l'intérieur des structures de chasse. Voilà, on dit ah ouais, c'est Robert, il fait des fois un peu de conneries, il bouge un peu de son poste, des fois il tire dans la traque, on n'a pas le droit. Non, Robert, faut lui dire écoute, prends une canne à pêche et tu blesseras personne. Voilà. Et ça se fait en interne. Et c'est pour ça que je dis que les gens qui dirigent les structures de chasse, avant qu'un malheur arrive et une catastrophe arrive, des fois il faut prendre des mesures, peut-être un peu dures, mais faire comprendre aux gens qui sont dangereux que ça n'est plus acceptable pour les autres comme pour eux-mêmes. Et ça, on doit être exemplaire dans ce domaine. Pour le reste, les réseaux sociaux et ailleurs, on fait déjà beaucoup d'efforts. J'aimerais que les autres soient un peu plus exemplaires d'ailleurs, parce que nous, du côté de la chasse, moi je suis plutôt fier de mes chasseurs, de ce qu'ils font et de la conduite qu'ils tiennent. Il y aura toujours des gens qui dérivent un petit peu, mais ce que j'aimerais, c'est en voir autant chez les autres. Autant d'exemplarité, de bonne conduite, de courtoisie et d'éducation quand on se croise sur les territoires. Voilà, je vais vous dire, j'ai plus souvent entendu un de mes bonjours gros con que bonjour. Et j'aimerais qu'on ait plutôt deux bonjours comme souvenir quand on croise quelqu'un. Et ça, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, oui, on doit continuer. Ce qu'il faut surtout pas répondre. Voilà, si on vous dit gros con, on fera avec, c'est pas grave. Mais les chasseurs font d'énormes efforts dans ce domaine et je suis plutôt fier je le dis franchement, de ce que font les chasseurs aujourd'hui pour bien se conduire sur les territoires. Oui, ou alors on peut faire ce qu'avait fait Chirac à quelqu'un au Salon de l'Agriculture, je crois, qu'il avait traité de gros con, qu'il avait tendu la main en disant « Enchanté, moi c'est Chirac ».
Bon, Président, si vous voulez bien, à moins que vous voyez, vous, autre chose à dire en perspective 2021, est-ce que nous ne pourrions pas conclure avec je ne sais pas, les vœux du Président ou la phrase du Président pour les chasseurs en 2021 ? La phrase, je ne sais pas, mais je voudrais dire, parce que je sens quand même, dans le monde de la chasse actuellement, je ne vais pas dire une démotivation, mais les gens ont un peu le moral dans les chaussettes. Ça a été difficile, la saison s'est mal passée, il faut reconnaître, on est beaucoup attaqué. Vous savez, quand vous lisez, nous on est des passionnés, on appartient au monde de la chasse. Pour nous, c'est plus une fierté, c'est pas un handicap, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher, c'est pas une honte. Et les gens le vivent mal. Moi aussi, des fois, je vis mal tout ça. Donc donc je voudrais leur dire de surtout pas lâcher prise, de rester concentré, de rester unis effectivement autour de l'idéal synégétique et rural qui est pour moi le plus beau des idéaux qu'on peut avoir effectivement dans nos choix de vie. Donc ça, on doit le conserver. On doit rester unis. On a un mauvais moment à passer. Moi, je me bats tous les jours pour qu'il soit le moins mauvais possible. C'est pas toujours parfait. Des fois, je me fais un peu engueuler. Des fois, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Voilà, vous dire aussi qu'il faut pas non plus se tromper d'ennemi. Voilà, moi je suis un bénévole, je m'occupe de défendre la chasse et de porter son étendard le plus haut possible. On a choisi depuis 4 ans, j'ai choisi de sortir un petit peu du bois, vous l'avez compris. Je pense qu'on était sur une mort lente et progressive de la chasse française, un peu létale comme ça, mais sans douleur. Il fallait réagir. Le fait de réagir forcément entraîne une réaction en face de nous. Je vois aussi quand même quelques indicateurs positifs. Je sens malgré tout ça que le monde médiatique est en train de changer. Il y a aujourd'hui quand même de plus en plus de journalistes qui se posent des questions, qui reviennent sur ces faits, sur ces agressions, sur ces problématiques, et qui grattent un petit peu plus loin, et qui disent, bon, dans le fond, peut-être que le monde de la chasse n'a pas tout à fait tort sur tel ou tel point. Moi, je sens qu'à force de passer sur ces plateaux, sur les chaînes de télé, d'aller effectivement devant les micros des radios, on est en train de faire changer quand même le regard sur ce que nous sommes. Alors, surtout être motivé, ne pas oublier les essentiels, prudence, élégance, convivialité qu'on espère retrouver, ça c'est très important, mais gardez la foi. Moi je l'ai, donc je voudrais que vous l'ayez tous, on reste unis, il y a des combats encore à venir, il y aura des moments difficiles, mais si on est ensemble et si on est fort, et si on continue à se serrer les coudes comme on le fait aujourd'hui, je pense qu'on fera vraiment entrer durablement cette chasse dans le 21e siècle. Et puis moi, la plus belle chose que je pourrais vous souhaiter comme j'aimerais vivre, c'est transmettre un jour, alors à mes enfants c'est en cours, mais demain peut-être à mes petits-enfants, cette passion magnifique et ce choix de vie qu'est la chasse en France. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne année. Un grand merci, Président. Un grand merci d'avoir pris le temps de vous arrêter chez nous. Je vous donne rendez-vous à La Roque-en-Galin, dans le Gers. Nous irons féliciter ce Belge ensemble, si vous le voulez bien. Eh bien, pourquoi pas. Encore une fois, un grand merci. Merci encore, Président. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Cette émission touche à sa fin. Nous tenons encore à remercier le président Schran de nous avoir fait l'honneur d'être présent pour la première émission de l'année. Merci à toi Patrick, merci à toi Denis. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et sur notre site d'actualité chasse. Et n'oubliez pas, en 2021, n'ayez pas peur de dire « J'aime la chasse ». À dimanche.